Oui, bonjour, donc François Raquier de la Chambre d'agriculture du Gers. Donc là, je vous présente un peu des résultats un peu qui sont on va dire un coproduit d'une étude qu'on a menée avec l'ADASEA du Gers sur des prairies inondables de vallée donc du Gers. Donc l'objectif était de trouver un moyen un peu de les pérenniser un peu au-delà de... Donc c'est des prairies qui sont très diversifiées, des prairies naturelles exploitées extensivement, qui se maintiennent essentiellement, donc sur régression, qu'on essaye de maintenir avec des mesures agro-environnementales, des aides, voilà, MEC, PSE. Et donc l'idée, c'était d'essayer de favoriser leur valorisation économique pour contribuer à inciter les agriculteurs à les maintenir. Donc il y avait une enquête de fait il y a quelques années où effectivement il y avait un besoin d'appui pour notamment la commercialisation, parce qu'il y a tout un secteur oui, j'ai mis un peu la localisation là, donc c'est surtout la partie est du Gers, et notamment toute cette partie nord-est où il n'y a plus beaucoup d'élevage et donc beaucoup d'agriculteurs qui ont encore ces prairies et donc qui vont devoir commercialiser le foin. Donc on cherchait un peu un appui à la commercialisation pour traditionnelle en élevage, mais aussi éventuellement d'autres débouchés. Et donc, du coup, il y avait dans cette étude un volet caractérisation déjà des prairies en termes de valeur alimentaire, de productivité, donc qui nous a conduit à réaliser un certain nombre de mesures de biomasse et d'analyse. Donc, comme c'est des prairies essentiellement exploitées en fauche, hein, donc il y en a en gros 40%, là, où il y a un peu éventuellement de pâture en fin de saison, et éventuellement un regain de certaines années pour celles qui ne sont pas pâturées, hein, mais donc essentiellement fauche. Donc on a privilégié des mesures, des dates correspondant à des périodes de fauche, hein, 1200 degrés jour et 1600 degrés jour depuis le 1er février. Donc là où il y a eu des mesures de biomasse, des analyses de valeur alimentaire de l'herbe, et en même temps on avait caractérisé un petit peu le sol de ces prairies avec des analyses de sol. Et après il y a aussi les prélèvements sur les bottes de foin réalisés par les agriculteurs. Et donc des prélèvements de sol donc ont été faits sur 12 à 15 cm. Alors après, donc c'est le souci, donc prairie permanente, déterminer un peu la profondeur de sol, on voit un peu tout en termes de recommandations, de 5 cm à 12-15 cm. Donc là, sachant que c'est des prairies qui sont très peu fertilisées, hein, voire la plupart, sur les 31, il doit y avoir 4 où il y a eu des apports, et pas tous les ans, éventuellement un apport de fumier dans les 4 dernières années, et puis peut-être un qui a apporté de l'azote, je crois. Voilà, donc très peu fertilisé, donc peut-être pas trop ce risque d'avoir un effet, un peu moins que sur d'autres, un risque d'avoir un gros effet stratification des teneurs en minéraux, peut-être du sol en fonction de la profondeur. Voilà. Donc, on s'est retrouvé avec des résultats d'analyse de sol et des résultats d'analyse d'herbe. Donc on a mis un peu en relation, donc on a pu calculer des indices de nutrition et les mettre un peu en relation avec ces caractéristiques du sol. Donc pour calculer les indices de nutrition, donc on a utilisé les équations classiques là, donc issues notamment d'une publi de Anne Farrugia d'enfourage, donc qui mettent en relation en fonction de la teneur en azote et des teneurs en phosphore, on calcule un pourcentage de l'optimum de teneur par rapport à l'optimum de teneur en phosphore obtenu à l'optimum de croissance. On regarde ce qu'on a dans l'herbe de la prairie en pourcentage, donc pour le phosphore et pour la potasse. Alors après, comme on avait quand même un certain nombre de prairies où on était un peu au-delà du seuil de 20% de légumineuses qui était considéré, donc le maximum considéré de fiabilité pour les indices, là, on a utilisé un peu une correction qui était proposée dans une autre publication là, de collègues de l'INRA, donc c'était Joigny de je ne sais plus quelle année, qui a été publié dans Fourage, on peut le retrouver assez facilement sur le site. Hein. Et donc il proposait donc, pour les prairies notamment permanentes avec pas mal de légumineuses, cette correction pour essayer d'estimer la partie uniquement des indices pour la partie non légumineuse, les graminées. Voilà. Alors, au niveau des mesures réalisées, donc il y a eu des mesures faites donc, à deux dates, hein, donc autour de 1200 et 1600 degrés jour. Donc sur chaque parcelle, il y a eu des mesures faites sur trois zones par parcelle. Et donc chaque zone, on a mesuré les biomasses sur 3 quadrats d'un demi-mètre carré. Hein. Et il y a eu des notations de végétation simplifiées, hein, donc une note sur 6 graminées diverses légumineuses de réaliser sur 2 autres quadrats dans chaque zone. Donc voilà, après bon pareil, il y a eu un inventaire botanique complet fait au printemps.
printemps 2021. Voilà, un pesé de biomasse sur 3 quadrats. Donc l'analyse a porté sur un échantillon moyen des 3 quadrats et les notations de végétation sur 2 autres quadrats de la même zone. Mais du coup, il peut y avoir un petit... Bon, j'ai corrigé par des teneurs en légumineuses, même qui ne sont pas forcément représentatives de l'échantillon qui a été... Bon, il peut y avoir un écart. Hein. Ce n'est pas l'échantillon qui a été analysé. Pile poil. Ouais, je suis remonté en arrière. Voilà. Alors, ah oui, petite diapo. Donc, bon, j'ai fait les calculs sur les 2 années, sachant qu'il y a une des 2 années, 2022, où on est probablement un peu au-delà de la validité des indices, puisque ces indices, ils sont valables en conditions poussantes de l'herbe, où il n'y a pas de facteurs limitants autres que les minéraux. Donc, c'était, à mon avis, pas mal respecté en 2021, puisqu'on a eu un printemps, notamment autour des périodes de prélèvement où il n'y avait pas de contraintes hydriques, des températures plutôt douces. Un stade pas trop avancé, hein, puisqu'il y avait dans les recommandations de stade à pas passer, c'était le stade des piézons, donc c'était le cas dans la plupart des cas. Par contre, en 2022, on a eu ces grosses périodes chaudes, à peu près au moment où on a fait les prélèvements, chaudes et qui ont suivi les périodes assez sèches, donc là, les indices sont probablement moins fiables. Alors, on peut arriver au résultat, donc sur les caractéristiques des sols de ces prairies naturelles de vallée. Donc, c'est des sols globalement très argileux, donc très basiques aussi, avec des teneurs en phosphore faibles. Hein, donc, on est à 26 en moyenne de phosphore Holstein. Et des teneurs en potassium pas très élevées, et plutôt élevées, et surtout des teneurs en magnésium très élevées. D'où des rapports potasse sur magnésie très faibles. D'où potentiellement un risque, il faut plutôt respecter un rapport K sur MG, au moins en culture, hein, de 1,6. Donc là, on est vraiment très, très en dessous. Donc on verra le lien avec après les indices de nutrition. Alors sur le phosphore, donc ces indices de nutrition, ce qu'on a pu observer, c'est que on a globalement quand même un lien avec les teneurs du sol, notamment quand on a des teneurs du sol particulièrement élevées. Donc là, j'ai mis les traits verticaux, ça correspond aux repères qu'on a pour les cultures ou les cultures de vente ou cultures fourragères comme les raigrats, les recommandations du comifère. Les seuils de renforcement étaient impasses. Donc, quand on a des teneurs du seuil au-delà du seuil T impasse, donc on est dans tous les cas des indices IP corrects. Par contre, quand on est en dessous, il y a des situations où on a des indices qui montrent un déficit de phosphore et d'autres situations où ça peut malgré tout être correct. D'où l'intérêt quand même de ces indices de nutrition. Ouais. Alors les situations, quand on cherche à expliquer, hein, quelques situations, on a un indice de nutrition phosphore malgré une teneur du sol faible, c'est quand même plutôt des situations, on a des rendements plus faibles que la moyenne. Donc plutôt ça peut... Alors sur les indices de nutrition potassium, donc là par contre on est pas mal déconnecté là du coup les teneurs du sol ne permettent pas du tout de présager de ces indices de nutrition, hein, puisqu'on a vu que les teneurs du sol sont globalement, quasiment tout le temps, plutôt excédentaires, largement au-dessus du seuil d'impasse qu'on préconise par exemple pour des raigrats. Et malgré tout, on a des indices de nutrition en potassium qui sont quasiment tout le temps déficitaires. Voilà. Donc, d'où peut-être l'interrogation par rapport à ce faible rapport potasse en magnésie, donc, qui pourrait être une explication. Donc là, voilà, j'ai remis le lien entre l'indice potassique et puis les rapports K/MG. Donc les rapports K/MG qui sont quasiment tous très faibles, qui correspondent quasiment tous à des indices de nutrition inférieurs à 80. Les 2-3, notamment pour 2021, les 2-3 points là où on est au-dessus de 80, ça correspond aux teneurs du sol les plus élevées, où on est à plus de 200-220 mg de potasse au kilo, donc deux fois le seuil d'impasse. Et sinon, on est toujours en dessous. Voilà.
Oui, après, j'avais mis une petite diapo si on a le temps, donc je la passe. Bon, sur les teneurs du front, là, il y a un peu le lien avec les... Bon, je peux montrer très rapidement, il y a 10 minutes, ça peut peut-être le faire. Bon, après, donc, l'histoire de la potasse, bon, c'est pas forcément trop... Par rapport aux besoins des animaux, on est toujours largement, de toute façon, au-dessus des besoins. Ce qu'on se rend compte sur le phosphore, c'est globalement qu'on a des teneurs des indices phosphore corrects, on satisfait les besoins des animaux, au moins un faible besoin, des animaux tardifs, des choses comme ça, il n'y a pas forcément besoin le foin est correct. Bon, par contre, en dessous, on est en dessous des besoins des animaux, donc il y aura besoin d'une complémentation. Donc le fait de cette analyse de nutrition qu'on a fait sur les prairies au mois de mai permet d'avoir une idée des valeurs du foin qui est récolté au mois de juin. Conclusion, j'ai dit simplement un autre exemple, éventuellement de l'analyse de sol pour les prairies permanentes, hein, donc un peu de l'intérêt de ces indices de nutrition. Donc j'avais mis après les questions qu'on pouvait se poser, c'est dans ces situations, est-ce qu'on aurait eu intérêt à faire un apport de potasse? Donc il y avait quelques essais de fait de la part des collègues, notamment là de Wallonie, donc ils montraient un peu dans des situations similaires de teneur du sol correct avec des rapports potasse sur magnésium faible, un grand nombre possible en apportant une fertilisation potassique. Bon, après, si on fait l'intérêt économique, là, surtout chez nous, avec des rendements faibles, les prairies seraient assez limitées, au moins sur le rendement. Après, il pourrait éventuellement y avoir peut-être d'autres intérêts en termes de l'intérêt du rôle de la potasse dans la résistance, notamment à la sécheresse, sur le développement racinaire, effectivement, ou sur la qualité de la flore par rapport aux légumineuses, peut-être. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on passe à la deuxième présentation et puis on reviendra poser des questions ensuite. Donc, toujours